Noté. Franchement, quand est-ce que vous faites en sorte que ce putain de train arrive à l'heure et respecte ses horaires? C'est-à-dire qu'il y a un moment où je veux bien que c'est pas possible qu'on soit encore à devoir se dire tiens, je vais descendre à Clermont et je vais prendre la voiture. Donc, bonjour Johan. Bonjour. Alors on est vraiment très content de te recevoir à Clermont. C'est en écoutant un podcast il y a pas longtemps qu'on a découvert que tu étais auvergnat d'origine, enfin bourbonnais d'origine pour pas trop avoir de problème. Alors est-ce que tu es content d'être arrivé parce que tu viens d'arriver? Je suis ravi. Bon, ça me fait plaisir de retrouver ma mère parce que je l'ai pas vue depuis très longtemps à cause de ce fichu Covid. Et puis c'est les fêtes de Noël, donc je suis toujours content de venir à Clermont pour retrouver un peu cette ambiance de grande bourgade, quoi. Et donc Johan, en dehors d'être auvergnat, tu es aussi donc fondateur du média donc Loopsider. En faisant des recherches, donc, j'ai vu que c'était le 3e média sur Facebook. Alors si c'est toujours d'actualité, parce que l'article était un petit peu vieux. Donc vous êtes un média pure player, 100% vidéo, un mix vidéo et texte d'ailleurs. C'est un format qui est de plus en plus prisé par les médias, même traditionnels. J'ai vu que France Culture s'y mettait, comme quoi. C'est vrai, ils sont bons. Et vous avez fait aussi un gros coup dernièrement, notamment en sortant une vidéo montrant l'agression d'un producteur par des policiers. Ça, on y reviendra. Mais avant, on aimerait bien un petit peu, vu que tu es auvergnat, que tu nous racontes un peu ton parcours de l'Auvergne à Paris. La biographie, la mini-bio, on va dire, le synopsis de ta vie. Alors, le synopsis de ma vie, c'est, on va dire, baccalauréat en 86, je crois, à Vichy. Je suis venu ensuite faire mes études à Clermont. Alors, Clermont, c'était aussi la ville d'études de mon père, qui a fait sa fac de médecine ici. C'est la ville où est originaire ma grand-mère. Et c'est la ville où ma mère, qui est journaliste aussi, longtemps été journaliste à la montagne, a longtemps travaillé. Voilà. Donc moi ensuite je pars à Paris pour continuer mes études d'histoire, puisque j'ai fait donc ma fac ici de 86 à 89. Je monte à Paris, comme on dit, pour faire ma maîtrise et en même temps préparer les écoles de journalisme, où je vais lamentablement échouer. Mais j'ai eu du bol, c'est que de cet échec, j'ai mis le pied dans un grand journal qui s'appelle Libération. Je suis rentré comme stagiaire. Et j'en suis donc en octobre 90. Et j'en suis sorti pour la première fois en octobre 2006. Donc voilà un peu comment je suis passé de Clermont à Paris. Voilà. Et donc, 2006, tu es encore donc, à Libération. Comment on arrive à Loopsider? Enfin, parce qu'il y a un petit gap. Il y a un petit gap, oui. Alors, Libération, je dirais que j'ai eu deux époques. La première période de print, papier. J'étais journaliste au service infographie notamment. Donc déjà je commençais un peu à travailler sur les ordinateurs, parce que c'était Illustrator.88 à l'époque, où on faisait des petits schémas. Donc je travaillais avec des graphistes, j'allais chercher les infos, et puis surtout je commençais à mettre en scène l'information autrement. Et en 95, première adresse mail à Libération, premier GIF en 96, et puis ensuite Internet, le web. Là, j'ai vu un truc arriver devant nous qui était tellement énorme, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est là que tout va se passer. Et en 97, fin 97, je deviens un des premiers journalistes sur le site web de Libé à ce moment-là. Et puis j'y suis resté, je suis devenu rédacteur en chef du site, et je suis parti, donc en 2006, j'étais rédacteur en chef de Libération, pour rejoindre la personne avec qui je vais travailler à Libé, qui s'appelle Frédéric Fillou, qui était devenu le cofondateur et patron de 20 minutes en France, et qui cherchait quelqu'un pour lancer leur site web. Il y avait un site web qui était extrêmement embryonnaire, et donc j'ai monté le site 20minutes.fr, avec toute une super équipe de journalistes, d'informaticiens, et on s'est éclaté pendant 2 ans à faire je dirais, un des premiers vrais médias modernes, quasiment pure player français. Et c'était un moment où ça commençait, ce monde de pure player commençait à naître en France. Il y avait eu Euro 89 un petit peu à ce moment-là, il y a eu Mediapart l'année d'après. Et puis en 2008, donc, je quitte 20 minutes pour aller lancer Slate.fr. Je suis resté 6 ans.
jusqu'à mon retour à Libé. Donc voilà, comment est-ce qu'on en arrive à Loopsider? Il y avait toujours cette obsession de l'innovation, et pas innover forcément pour innover, mais pour aller là où étaient les nouveaux usages, là où les gens allaient venir à un moment pour s'informer et trouver de la qualité, et continuer, nous, à faire notre métier de journaliste le mieux possible, et puis pour les lecteurs, trouver de l'information de qualité. Et donc en permanence être à l'affût de ce qui allait changer de ces moments de rupture. Loopsider, donc vous flairez les tendances, ok. Donc déjà en fait Loopsider, maintenant on rentre dedans, ça veut dire quoi? Comment c'est arrivé et pourquoi vous avez décidé d'utiliser ce format-là, à qui vous vous adressez, votre ligne éditoriale, enfin tout ça quoi. Elevation pitch, comme on dit. Exactement. Alors la première fois où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour refaire le point avec Libé et le début d'Internet, mais les vidéos, au début des années 2000, c'était un format qui s'appelait Reel Network, c'était des petites vidéos qui étaient grosses comme ça devait faire... c'est vraiment tout petit, quoi. Mais on savait déjà que les vidéos allaient exploser. Et puis quelques années après, tout à l'heure on parlait de rupture et de ces usages qui vont tout changer. Il y a trois moments très très forts. Il y a évidemment l'Internet à très haute vitesse, ADSL, puis le téléphone, donc le Wi-Fi, puis ensuite les réseaux 4G. Il y a la création de Facebook et de Twitter en 2006, et puis il y a la création de l'iPhone en 2007. Et il y a donc ces trois temps forts, donc le mobile, le mobile et donc la mobilité, les réseaux sociaux et donc la vidéo. Et en 2007, c'était déjà les premiers youtubeurs. À l'époque, la première plateforme vidéo en France, c'était Dailymotion. Dailymotion était né avant YouTube. Et à 20 minutes, voilà, vu qu'on avait un lectorat qui était à la fois très populaire et très jeune, il fallait évidemment qu'on réussisse à s'adresser aux personnes qui commençaient à regarder des vidéos, les premiers youtubeurs. Et donc la première personne que j'embauche pour m'occuper pour qui s'occupe de la vidéo, moi j'y connaissais absolument rien à la vidéo. C'est un jeune garçon qui a fait du chemin, qui est plus si jeune aujourd'hui, qui s'appelle Cyprien. Ah ouais. Qui a commencé à 20 minutes comme journaliste, mais Cyprien il avait 18 ans, il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis c'est pas grave. L'info... Cyprien, on dirait qu'il a toujours 18 ans. Oui, c'est vrai. L'info, tu trouveras ton chemin. Ce qu'on veut, c'est avoir ta fraîcheur, ta façon de regarder les événements, de les présenter, d'en parler. Moi, je suis parti assez vite et Cyprien, lui, a continué, puis ensuite s'est lancé, parce que son talent était évidemment plus grand que sans doute... pas sans doute, d'ailleurs, était plus grand que de rester journaliste à 20 minutes. Et puis, on a lancé ça sur Dailymotion parce que je connaissais un des patrons de Daily qui s'appelle Giuseppe Di Martino, qui aujourd'hui est mon associé, un de mes deux associés à Loopsider. Et puis ensuite, avec Giuseppe, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Quand j'étais à Slate, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble avec Dailymotion. Et puis, il y a eu, en 2010-2011, deux médias qui se sont lancés aux États-Unis. Un qui s'appelle Now This News à l'époque, qui était les premiers formats de vidéos carrées sur mobile. Puis un autre qui ensuite, c'était Edge Plus, la filiale vidéo sociale d'Al Jazeera, qui eux ont été les premiers dans le monde, en tout cas pour ce que j'en sais, à avoir créé et popularisé ce format de vidéo carrée sous-titrée. Voilà. Et donc nous, avec Giuseppe, on se dit, bon, c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on essaie de faire. Mais il faut avoir les moyens, il faut avoir le temps. C'est pas Covid, non. C'est pas, j'ai mangé trop de sucre aujourd'hui. Ça gratte. C'est des papillotes. Au fond de la gorge. Pardon, excuse-moi de te couper dans ton élan. Et je me retiens depuis 3 minutes. Ok, Al Jazeera, plus. On reprend. Pardon. Donc les deux, cette création de format qui va devenir un standard, c'est Now This et Edge Plus. Moi, à ce moment-là, je suis à Slate sur d'autres projets de data, de journalisme augmenté par la donnée. Puis ensuite, je vais rejoindre Libé. Et avec Giuseppe, on en reparle. En 2014, on a l'idée à un moment, avec d'autres à Libération, de lancer Libération TV. Et ça ne peut pas se faire parce que d'autres projets, là aussi.
Et puis, avec Giuseppe, on continue à en parler, on lui donne un nom de code. Et puis à un moment, on sait que quelqu'un d'autre est en train de travailler autour de ça, c'est Arnaud Maillard, qui est notre aujourd'hui le 3e associé de Loopsider. Et puis on se dit, bon, il faut qu'on se lance. Mais bon, pour se lancer, il faut, d'abord, vu que nous, on vient, de la plateforme, Arnaud était chez Eurosport et moi à Libération, on n'avait pas les moyens de prod. Donc voilà, il faut qu'on lève de l'argent pour... Brut se lance à ce moment-là. Et donc nous, l'idée dit, bon ok, on ne sera peut-être pas les premiers, mais il y a de la place pour plein de gens. Comme dit Giuseppe, plus il y a de bars, plus il y a d'alcooliques. Donc, et puis il y en avait d'autres, un média qui faisait ça avant Brut, donc on parlait de Naosis et EJ Plus bien avant, Combini, qui faisait ça depuis très longtemps. Et puis plein d'autres médias plus ou moins traditionnels qui s'y sont mis aussi, je pense au Figaro qui en faisait déjà, l'Express qui en faisait déjà, bon bref. Nous, on a levé de l'argent pour justement nous lancer, c'était septembre-octobre 2017. Arnaud et Giuseppe me convainquent de les rejoindre pour diriger la rédac, parce que voilà, donc je quitte Libé en octobre 2017, donc quasiment pile 3 ans, et Loopsider s'est lancé en janvier 2018. Mais alors, Johan, je ne sais toujours pas ce que veut dire Loopsider et la ligne éditoriale. Alors, Loopsider d'abord. Le plus compliqué, c'est de trouver un nom pour un média. Parce que, voilà, nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il faut que ce soit un média qu'on puisse lancer à l'international, qui puisse être lu facilement par le monde anglophone. Donc il fallait un nom qui soit un nom anglais, soit un nom qui puisse se lire par le monde anglo-saxon. Et donc on avait l'idée de cette boucle, soit la boucle du GIF très courte, soit la boucle un peu plus longue de la vidéo qui se met sur l'autoplay et qui se lit en boucle. Donc pour nous, Loop était un truc qui était un peu évident. Et puis il y avait déjà dans la genèse de la Loop l'idée d'aller regarder les choses d'un peu près, d'expliquer les choses aux gens. Donc voilà, Loop, super, on a un truc. Évidemment, on n'a pas été les premiers sur ce coup-là. Et quand on tape Loop sur Google ou sur Facebook, on s'aperçoit qu'il y a plein de loops. Alors, il y a des loops, il y a des loopers, des machins, on dit, oh merde, bon, ça peut pas marcher, on n'arrivera jamais. C'est déjà pris, mais genre, c'est pas déjà pris une fois, c'est déjà pris dans toutes les classes possibles et imaginables. Donc on va ajouter autre chose. Alors, vu qu'on n'était pas les premiers, et qu'en même temps que nous, allait se lancer EJ Plus France, Explicit, d'autres médias, le média, on était un peu les outsiders, quoi, personne n'attendait. Loop, outsider, Loopsider. D'accord. Voilà. Et donc, la ligne édito, j'en ai un peu dit, c'était ce qu'on s'était dit depuis le début avec Giuseppe et Arnaud. Nous, la réflexion, c'était la réflexion sur les usages. On n'est pas les seuls à l'avoir faite. On parlait de tous les gens qui font un peu comme nous, de France Culture à Combini. Il y a cette obsession que j'ai moi depuis le début sur les usages. À un moment, les gens, ils ne vont plus au kiosque. Ok, ça on sait. Il y a une génération aujourd'hui qui est en train d'arriver à maturité, entre guillemets, qui ont entre 18 et 30 ans, qui vont bientôt plus regarder la télévision. Quand je dis plus regarder la télévision, c'est la télévision de direct. Regardez le JT. Moi, je suis dans l'info, donc c'est regarder le JT. Quand on voit les chiffres d'un Jean-Pierre Pernaut qui écrase tout, mine de rien, c'est sans doute moitié moins que ce qu'il faisait il y a 10 ou 20 ans. La radio, c'est exactement la même chose. Moi, je suis un énorme consommateur de radio. Aujourd'hui, on sait que les podcasts prennent, pas la place, mais en tout cas de plus en plus de temps de cerveau disponible chez les plus jeunes, ou pas forcément les plus jeunes, en tout cas chez toute une génération de gens qui ont envie d'avoir une autre façon d'écouter l'information. Et donc sur la vidéo, c'est la même chose. Il faut qu'on aille informer des gens qui ne s'informent plus avec les médias traditionnels, ou qui continuent à s'informer avec les médias traditionnels, mais qui aussi passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et donc il fallait leur donner, en tout cas c'est notre objectif, une information de qualité, avec les codes, les usages des plateformes, avec les codes culturels de ceux qui aujourd'hui, in fine, sont les plus gros créateurs de contenu, à savoir tous les gens qui nous regardent et au-delà.
Et d'ailleurs, votre baseline, c'est regarder, comprendre, partager. Comment est-ce que vous les construisez, vos vidéos? Comment est-ce que vous choisissez vos sujets? On voit aujourd'hui que plus le sujet est clivant, plus il a tendance à générer du like, du commentaire et du partage. Qu'est-ce qui fait que vous allez sélectionner un sujet plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est juste une envie personnelle ou vraiment, en fait, vous êtes sur de l'analytics avec plutôt des sujets par rapport à votre cible, quoi? Même ça, un mélange des deux. Oui. Il y a une part. Alors, d'abord, la première chose, hein, c'est regarder, comprendre, partager. Regardez, on est un média en images. Et de plus en plus d'informations se transmettent avec les images. Ce n'est que le début de cette révolution qui a commencé il y a aujourd'hui 15 ans, hein, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vraiment le début de la vague. Et on voit, hein, on l'a vu aussi avec le Covid, c'est plus des réunions, c'est plus des coups de fil qu'on passe, c'est des visios. C'est plus des films où on va au cinéma, on regarde aujourd'hui des plateformes. C'est juste, je ne sais pas comment on pourrait chiffrer ce volume d'images qu'on regarde toute la journée, mais c'est juste phénoménal et ce sera de plus en plus phénoménal. Donc il faut regarder. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on parle d'images. C'est pas simple. Moi qui viens de la presse écrite, soit de la presse écrite traditionnelle, soit de la presse écrite numérique, c'est pas simple de transmettre des informations qui parfois sont des informations complexes en images. Il y a des sujets par exemple que nous on ne sait absolument pas faire, des sujets sur lesquels on n'a pas réussi. Je pense à certains sujets sur la science par exemple, ou à des sujets sur l'économie. Là on est nul. On est nul, on n'a pas encore trouvé la clé pour informer notre communauté sur des sujets comme ça. Donc il fallait qu'on parle de l'image. Alors donc c'est un de nos premiers axes quand on se réveille le matin ou qu'on ne dort pas le soir, c'est quelles sont les images qui sont arrivées aux yeux du monde aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de les contextualiser vis-à-vis de nos lecteurs. La deuxième, c'est comprendre. Je veux dire, c'est nous, ce qu'on essaie de créer, c'est des vidéos qui ont de l'impact pour notre communauté, qui vont donner envie d'être partagées, et surtout d'être comprises. Ça veut dire que il n'y a pas toutes les vidéos, on se dit, voilà, il faut que nos lecteurs, notre audience, notre communauté, je ne sais pas comment on peut l'appeler, comprennent l'information qu'on veut transmettre. Donc d'abord les faits, et puis ensuite le contexte. Ça, c'est extrêmement important. Et après, effectivement, il y a partager. Et cette dimension partage, elle est énorme. D'abord, ça veut dire qu'il faut connaître les algorithmes, il faut connaître les plateformes, savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a une équipe de mathématiciens et de data scientists qui sont en permanence, à la fois à essayer de comprendre comment est-ce que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube fonctionnent, d'essayer de voir quand est-ce que ça bouge, à quel moment ça bouge, pourquoi, et puis aussi, in fine, d'analyser nos propres vidéos pour en sortir de la data qui va nous permettre de mieux travailler, soit en construisant nos vidéos différemment, soit en éliminant un certain nombre de points faibles qu'on peut observer en regardant finement les analytics de nos propres sujets, et puis aussi en regardant quels sont les sujets de conversation et les informations qui vont faire bouger notre communauté. Donc on a ce triple boulot quotidien de regarder ce qui se passe ailleurs, regarder ce qui est en train de bouger le monde in fine, et puis 3, d'essayer d'analyser. Et puis je dirais, c'est comme le picombière, là, le quatrième tiers, c'est notre boulot de journaliste, c'est de sentir un peu l'intuition qu'on peut avoir sur ce qui se passe dans le monde, de se dire tiens, les gens ont envie plutôt de comprendre ça, ou d'aller chercher ça, ou d'avoir ça, et puis de créer nos propres sujets, entre guillemets, soit par de l'enquête, soit par du reportage, ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. Hein, le média Loopsider à 3 ans, la phase, c'est encore un jeune bébé. Et justement, là, tu parlais en fait de ta communauté. On parle de combien de personnes? Enfin, c'est quoi la communauté Loopsider? Et on est sur donc 18-30 ans, tu disais plutôt, et on est sur communauté de... On est même sur des communautés. Des communautés de... Alors, on est... on va réfléchir par plateforme. Ouais. Aujourd'hui, on opère plutôt très bien 3 plateformes. Facebook, qui aujourd'hui est celle où il y a le plus de puissance. Je ne sais pas, c'est environ 2 millions d'abonnés. C'est 1,5 milliard de vidéos vues par an.
À peu près comme nous. Hein. Mais ça vient assez vite. Hein. Vous verrez, une fois que vous avez le bon kick... Nous, il nous manque la partie, après, sur la partie partagée, et les gens pour tout analyser, après, pour... Non, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que... On ne peut plus juste créer du contenu, quoi. Non, on peut. Aujourd'hui, malheureusement, en tout cas, heureusement, il faut qu'on ait des gens qui savent, qui comprennent comment ça marche derrière, quoi. Et ça, c'est vraiment essentiel. Pour lancer aujourd'hui un média, si on n'a pas les gens qui comprennent le monde dans lequel on est, in fine, qui est un monde de maths, c'est plus compliqué. Donc je suis vraiment content d'avoir des associés et cette équipe-là qui nous permet de justement d'aller plus vite aussi et de comprendre beaucoup de choses, parce qu'on peut bricoler. Il y a un moment, le bricolage ne suffit pas si on veut avoir l'impact qu'on veut avoir. Ça, c'est aujourd'hui une évidence. Et donc la deuxième communauté, c'était... Alors cette communauté Facebook, on touche aujourd'hui, je dirais, sans doute, des Français sur Facebook qui vont voir chaque mois une vidéo Loopsider. On est autour de la dizaine de millions. Cette communauté, c'est plutôt une femme, plutôt de 35 ans, et plutôt qui vit en région. On a une deuxième communauté, qui est la communauté Insta. Instagram, c'est plutôt 18-24, toujours une femme, peut-être un petit peu moins région. Plus urbaine, métropole, Paris. Plus urbaine, plus Grand Paris. Et puis on a une troisième communauté. Alors à celle-là, on doit être à peu près à 400 000 abonnés, je crois, sur Insta. C'est aujourd'hui celle qui croît le plus vite. C'est la plus jeune, c'est la plus créative, c'est la plus inventive. Ça c'est vraiment, et puis c'est une plateforme que j'adore travailler parce qu'elle n'est pas que vidéo. Et donc du coup, j'ai l'impression de plus la comprendre. Et puis la troisième plateforme sur laquelle nous on est assez fort, c'est Snap. On a un show hebdo qui s'appelle Hello World, qui est aujourd'hui présenté par Jessie Manga, qui est une de nos jeunes journalistes, qui fait toutes les semaines une espèce de revue des infos qui ont un peu marqué Loopsider et le monde entier. Et c'est intéressant parce que c'est, avec Insta, celle où on a le plus de retours des communautés. Et on voit quels sont leurs centres d'intérêt au-delà de la data. Et ça nous permet parfois d'aller chercher des sujets un peu différents et qui a une grosse envie d'information internationale. Sur Snap, je crois qu'on fait à peu près 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. J'ai plus les chiffres d'abonnés en tête, mais c'est assez gros. Puis il y a puis les communautés, on va dire les communautés un peu naissantes. TikTok a commencé il y a quelques mois. On n'a pas encore vraiment pris nos marques sur TikTok. On essaie pas mal de choses. Et il y en a une sur laquelle on n'est vraiment pas bon, c'est YouTube. Où on pense qu'il faut investir beaucoup plus. On sait comment on devrait faire YouTube, mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'est vraiment pas bon. Voilà. Très bien. Et bien alors on va enchaîner sur... on passera à la photo après. Là j'ai envie d'enchaîner avec le cas Michel Zecler. Donc en novembre, même si vous êtes déjà très connu, même les gens qui ne vous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas Loopsider, on a entendu parler, j'ai regardé, hein, vous avez fait un Loopsider rien que sur Google Actualité. Je suppose que vous avez dû avoir un petit pic aussi, mais dû à une vidéo, donc on voyait donc le producteur Michel Zecler qui témoignait avec les images aussi de télésurveillance et donc voilà toute une enquête autour de cette agression donc de Michel Zecler par des policiers à Paris. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de sortir cette histoire-là? Parce que là, on n'est plus, c'est presque on est au-delà de juste informer. C'est un coup de buzz énorme. Enfin, vous saviez. C'est un truc. Je vais être un peu long, hein. Vous avez vu, je suis long depuis le début. Hein. Je change de côté. Je remonte cette information d'historien. Je remonte toujours beaucoup de contexte en arrière. Non, quand on crée un média, on a la ligne éditoriale, dont on n'a pas vraiment parlé, sur nos obsessions. On pourra en toucher un mot tout à l'heure. Puis il y a les formats. Il y a un format sur lequel moi je tenais beaucoup, c'était reprendre des images qui ont marqué puis mettre du contexte, c'est bien pour apprendre le métier qu'on fait, à savoir faire de la vidéo sociale. Mais il y a un truc auquel moi je crois beaucoup, et c'est un moment, c'est qu'il faut sortir des infos. Il faut être différent des autres.
soit être le premier, c'est ce que j'avais fait à 20 minutes, on était les premiers sur l'info, soit avoir des analyses pertinentes et différentes du ronron médiatique, c'est ce qu'on a fait à Slate, ou sortir des enquêtes, c'est ce que j'ai commencé à faire à Libé. Et à l'Oopsider, il me semblait que c'était important d'avoir un format qui était un format à nous, que d'autres n'avaient pas, qui était le format enquête. Puis il y avait un autre truc, c'était, on parlait de la révolution en images, mais le téléphone, le mobile, on le regarde comme ça, et quand on se parle comme ça aujourd'hui, on se prend selfie, et il fallait que, enfin je crois, et d'autres l'ont fait avant nous, on n'a rien inventé, il fallait que nos journalistes se montrent. Ils soient des connecteurs, ils soient des passeurs des passeurs d'informations, d'analyse, et donc à la fois le rapport au téléphone qui est un rapport de 1 à 1, était important de l'incarner par des visages, et puis des visages aussi, qui étaient des visages avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à la télé, et donc des gens qui n'étaient pas formatés par la télévision. Et donc, quand David Perrotin, qui est toujours d'ailleurs un jeune journaliste talentueux, que moi j'avais déjà lu quand il bossait rue 89, puis ensuite à BuzzFeed, je lui dis tiens, un mec comme David, il y a peut-être un truc à regarder. Et donc, David a commencé ses premières enquêtes pour l'Oopsider il y a pile 2 ans, et donc je reviens à ma boucle, hein, était pas... La première enquête qu'il fait pour l'Oopsider, c'était sur les violences policières. C'était pour expliquer que on ne découvrait pas les violences policières au moment des Gilets jaunes, qui était un peu un moment où où la France, entre guillemets, la grande France, s'est aperçue que les policiers avaient des méthodes violentes de maintien de l'ordre, mais que les policiers avaient déjà testé ces méthodes-là, notamment dans les quartiers populaires. Pas que à Paris, hein, mais à Clermont-Ferrand, on le sait. Il y a des jeunes qui ont été tués par des policiers. Et David avait retrouvé un jeune garçon qui avait reçu un LBD de mémoire, je crois, dans l'œil. Et donc c'est ça sa première histoire. Il n'a pas fait que ça, hein, l'Oopsider, et l'Oopsider ne traite pas que des violences policières. Et David a enquêté sur plein d'autres sujets. La dernière enquête qu'il a faite pour l'Oopsider était sur les violences et la maltraitance contre les enfants. En tout cas, c'est assez naturellement que l'avocate de Michel, quand elle a vu ce qui lui était arrivé, s'est tournée à la fois vers David et vers l'Oopsider. David aujourd'hui travaille chez Mediapart. Quand il a reçu les images, on savait déjà que David allait partir chez Mediapart. C'était pour David et pour l'avocate, c'était évident que ce sujet devait être un sujet l'Oopsider, à la fois parce que la puissance des images, et puis parce que c'était un sujet qu'on avait traité ensemble depuis très longtemps. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire est arrivée, c'est pas par hasard du tout, ça arrive rarement par hasard ces histoires-là. Et effectivement, le traitement qu'on lui a donné est un peu particulier chez l'Oopsider. On fait des sujets qui font en général 3 minutes. Là, c'est un sujet qui faisait plutôt 10, mais parce que à la fois le matériel d'information qu'on avait, à savoir la force des images, la puissance des images, et le récit de Michel qui lui donne du contexte. Et puis tout le travail c'est-à-dire qu'à un moment, quand on a ces infos-là, quand on a l'interview, il faut quand même vérifier derrière. Et ça, c'est le boulot de David, a été à la fois de vérifier toutes les informations, d'appeler tous les gens qu'il fallait appeler, et puis ensemble de concevoir un événement sur cette affaire hallucinante de bout en bout. Et vous attendiez à ça ? Parce que c'est quoi ? C'était combien ? 12 millions de vues, je ne sais plus combien de partages. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 40 millions de vues. Je crois que c'est à un moment, quelqu'un a dit que c'était la vidéo la plus vue dans l'histoire des vidéos sociales en France. Ah ouais. Et en fait, cette vidéo, ça n'a pas eu qu'un impact médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a eu un impact et politique et juridique. Et donc, en fait, ça vous met dans quelle position, ça ? Alors, évidemment, au début, avec David, on savait que cette vidéo allait marcher. C'était évident que, vu la puissance des images et la force du témoignage de Michel,
c'était forcément une vidéo qui allait cartonner. On n'imaginait évidemment pas les répercussions, à la fois le monde qu'elle allait toucher, et puis pas que le monde qu'elle allait toucher, c'est qui elle allait toucher. Elle a été partagée, on l'a vu, par des gens qui ne partagent pas ces infos. Alors il y a des gens qui nous partagent beaucoup, notamment sur ces sujets-là, mais là, d'avoir été partagé par Griezmann, par Mbappé, par Aya Nakamura, on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui était effectivement hors norme. Et puis surtout, il y avait un moment particulier. Cette vidéo, on l'aurait sortie il y a 6 mois, elle aurait eu un énorme écho, mais là, clairement... Black Lives Matter, la continuité. C'était la continuité, mais là, il y avait le débat sur l'article 24, où justement on disait, attendez, vous voulez nous empêcher de filmer exactement ça, et puis nous, journalistes, vous voulez nous empêcher qu'on montre ces images-là? Mais vous voyez bien qu'il y a un problème, parce que si jamais les policiers avaient su qu'ils étaient filmés, ils n'auraient jamais fait ça. C'est une évidence. Et donc, et on le sait depuis très longtemps, parce que c'est quelque chose dont on a débattu après, et on le sait, beaucoup de gens le savent, que dans les quartiers populaires, et tout à l'heure tu parlais de Black Lives Matter, on sait que notamment en partie pour se protéger de la police, il faut filmer la police. Pour plein de jeunes, filmer la police, c'est montrer comment ils sont en vrai, montrer quand ils dérapent, montrer quand justement le système policier sort de ce qui doit être. Et donc, il y a eu cette espèce de cocktail, j'ai appelé ça la perfect storm, la tempête parfaite, à un moment, tout est réuni pour que ça devienne effectivement hors norme. Et effectivement, c'est un tremblement de terre politique à ce moment-là, c'est la fin, je l'espère, de l'article 24, c'est sans doute une remise en question des rapports entre la population et ses policiers, des policiers aussi entre eux. C'est un truc effectivement extrêmement important sur la formation, sur comment leur donner des armes pour qu'ils soient à la fois au service de la population et en même temps de notre service, mais aussi qu'eux soient mieux formés, mieux protégés, etc. etc. Ce débat-là, qu'on aurait bien aimé avoir eu depuis plusieurs années, peut-être qu'on va enfin l'avoir. À tel point qu'effectivement, Emmanuel Macron interviewé sur Brut, là aussi c'est un moment fort, c'est-à-dire que que le président de la République se dise, tiens, je vais essayer de toucher des gens qui sont impactés, ou en tout cas intéressés par ces questions-là, je vais devoir aller sur un autre pure player, qui est Brut, et utiliser le mot violence policière, qu'il ne voulait pas utiliser. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu vois, justement, là, sur le fait que maintenant, ça se passe sur Brut, que ça se passe sur Loopsider, c'est-à-dire quoi? Le média traditionnel, en fait, il faut qu'il ait sa sous-marque à destination des réseaux sociaux pour avoir une chance d'exister, puisque si c'est France Culture, TF1, CNews, BFM ou autre, les gens vont passer parce qu'on ne regarde plus. C'est une très bonne question. Là, je crois qu'il y a plein de façons de répondre. D'abord, oui, je pense qu'en effet, quand on est aujourd'hui un média traditionnel, il faut qu'on aille là où sont les gens. Il faut qu'on aille là où ils sont. Ils ne viendront jamais à nous, ils ne viendront plus jamais à nous, c'est fini. Les plateformes sont trop puissantes, l'usage est passé à autre chose. Il faut aller là où les gens sont. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été le maître mot de ce que j'ai voulu faire depuis le début. Il faut aller dans les usages. Donc l'image, la mobilité, le réseau social. Et les marques médias traditionnels, les médias traditionnels doivent effectivement y aller. Après, ça ne règle pas tous les problèmes. Ça ne règle pas notamment les problèmes de défiance. Et qu'aujourd'hui, les médias traditionnels ont un poids, ont le poids des années, ont le poids de leur âge aussi. Hein. Nous, même si on ne s'adresse pas que aux jeunes, un journal comme Libération, comme Le Monde, comme Les Échos, c'est le journal des parents, ou le journal de quand on devient pro. Et là, quand on rentre dans l'information, un peu j'aime bien ce mot parce que j'ai des enfants qui sont rentrés en lecture, ce qu'ils me disent dans l'éducation nationale. Rentrer dans l'info, et on rentre dans l'info avec des médias qui nous ressemblent. Et qu'il y a un média comme Combini, comme Loopsider, comme Brut,
finalement, ils se sont créés pour justement adopter ces codes-là, et que dans les codes, il y a une forme de dialogue beaucoup plus basique, beaucoup plus horizontal. Il y a des sujets qui intéressent davantage, il y a une proximité qui fait que les lecteurs se sentent proches. Après, c'est pas que ça, hein, mais en tout cas, c'est important d'avoir ça en tête. Et puis, c'est là où il y a les usages, mais il y a aussi les vrais concurrents de ces médias comme Brut, comme l'Outsider, qui sont des médias qui ont des objectifs, qui ont des agendas, qui ne sont pas forcément les agendas de médias comme les nôtres, où on prône le respect, où on prône une forme d'honnêteté intellectuelle. Des médias qui sont des médias conspirationnistes, purement dont le but est de désinformer, qui sont des médias opérés par des puissances étrangères, dont le but est d'affaiblir la démocratie. Et nous, on se bat contre ces médias-là. J'ai un peu vrillé, mais c'est un peu l'idée. Non, mais... On va y revenir. On va y revenir, mais on va aussi... oui. Je voudrais juste finir sur sûr. c'est que cette histoire était à la fois énorme et très très grosse, pas trop grosse pour nous, parce que je pense qu'on l'a plutôt bien gérée, mais il fallait que tout le monde la voie. Et on ne voulait pas que ces images restent uniquement cantonnées aussi à nos communautés. Donc c'est pour ça qu'elle a été extrêmement virale sur Twitter, sur Insta. Sur Facebook, beaucoup de gens l'ont reprise et l'ont partagée et l'ont parfois téléchargée et mis sur... Bon, ça, c'est pas grave. On s'en fout, il y a un moment, l'information, il faut qu'elle circule. C'est pour ça qu'on a laissé les images à toutes les chaînes d'infos. Allez-y. Parce qu'en fait, elles vous appartiennent, les images ? Certaines nous appartiennent. Ouais, d'accord. Et donc celles de télésurveillance, en fait, elles sont... Non. D'accord. Non, ce qui nous appartient, c'est évidemment l'interview de Michel, entre guillemets. Ce qui nous appartient, oui, l'interview de Michel. C'est le montage qu'on a fait, parce qu'on a fait un travail de contextualisation, de scénographie, entre guillemets, de mise en scène pour qu'elle soit, pas pour transformer la réalité, mais justement pour qu'elle soit mieux comprise, mieux cernée. Et ça nous appartient, oui. Mais les images de vidéosurveillance, d'abord, plein de médias y ont eu accès après, parce que l'avocate leur a donné, mais que toute la partie que nous ensuite on a récupérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, mais ce que moi j'ai trouvé encore de presque plus hallucinant, c'est évidemment la scène à l'intérieur du local de Michel, mais c'est la scène à l'extérieur. Et ça, ensuite d'être allé récupérer les images d'autres voisins pour montrer cette scène-là, ça c'est effectivement, entre guillemets, c'est le travail nous appartient plus que les images. Joanne, on pourrait en parler pendant des heures de tout ça, mais il y a couvre-feu et donc il faut avancer. L'Oopsider, tu disais que c'était le petit dernier. Il paraît que vous êtes déjà rentable dans les nouveaux médias. Si on parle de développement, parce que tu en parlais tout à l'heure, on aimerait savoir au connecteur si tu envisages plus un Loopsider USA ou un Loopsider Auvergne. Est-ce que c'est possible de décliner ces nouveaux formats sur du média local finalement, ou vraiment on va être sur de l'information locale, ou c'est vraiment un format ou une manière de fonctionner qui est plus vraiment global et sur des enjeux plus, on va dire, plus internationaux? La France aujourd'hui, c'est un peu la région du monde. C'est pas le centre, et Paris n'est pas le centre de la France, et la France n'est pas le centre du monde. Donc nous, aujourd'hui, notre stratégie, elle est claire, c'est plutôt de se développer sur un certain nombre de langues, d'apprendre et de voir où est-ce qu'on peut se développer. On a une stratégie qui est aussi une stratégie de diversification. On a lancé un deuxième média il y a 1 an, qui s'appelle Période Studio, qui est aujourd'hui le premier média féminin engagé ou féministe sur Instagram, qui a été lancé en septembre 2019, qui cartonne. Je crois qu'on doit être à pas loin de 300 000 abonnés sur Insta. Et donc pour l'an prochain, on va plutôt lancer un 3e média que d'aller voir du côté des États-Unis ou d'autres grands pays. Alors après, sur la question sur le local, je pense qu'il y a plein d'infos aujourd'hui à Clermont-Ferrand qui mériteraient d'être traduites en vidéo. Après, c'est évidemment, c'est à quelle échelle et pourquoi faire. Rien n'empêche la montagne de devenir un média global qui puise ses racines depuis Clermont-Ferrand et de trouver un truc que d'autres n'auraient pas. Et d'ailleurs, demain, il pourrait se dire, tiens, on va mettre des moyens pour devenir le premier média vidéo local, et on va
concurrencer BFM. Rien ne leur empêche de faire ça. Est-ce qu'ils ont les moyens, l'envie? Est-ce que ça rentre dans la stratégie? Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Mais en tout cas, on peut effectivement... je pense d'ailleurs que un des vrais trucs à regarder dans les médias de demain, ça va être l'ancrage local et le développement du local. Très bien, c'est une très bonne transition ou conclusion pour la dernière question. Tu l'as déjà un petit peu dit, mais c'est quoi les prochaines étapes pour Loopsider, ou finalement, de toute façon, c'est un groupe, parce que tu dis que vous avez plusieurs médias, donc c'est le groupe Loopsider? Oui, c'est le groupe Loopsider, c'est pas mal. Ouais. Le groupe Loopsider, oui, c'est classe. Ouais, c'est classe. Paris, Lyon, clairement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien. C'est the place to be. Non, clairement, oui, je pense que on va chercher à lancer d'autres médias qui vont s'adresser à des communautés très particulières. Et à chaque fois avec le même principe, c'est-à-dire que nous, on savait, en lançant Loopsider, que justement c'était une des questions qu'on voulait adresser, c'était l'égalité des droits. Et donc la question de l'égalité homme-femme était une question importante. Et puis ça a tellement bien marché qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un deuxième média autour de ces questions-là. Quel sera le troisième? Pas une petite avant-première pour le connecteur? Non, il y a des choses qui marchent très très bien chez nous, mais qui sont, entre guillemets, des obsessions que nous, on a en tant que journalistes, et qui sont celles de la communauté autour des questions de climat, d'environnement, de défense de la nature. Bon, mais ça, il y a déjà beaucoup de monde dessus. Est-ce qu'on va vouloir aller là et le traiter à notre sauce? Pas forcément. C'est beaucoup trop tôt pour nous. On va réfléchir là à la rentrée. Donc on est plutôt sur une philosophie, pas de, on se développe avec un même média, mais plutôt on répond pour chaque communauté avec une proposition médiatique. Absolument. Et puis après, c'est un peu comme un Rubik's Cube. On a ça, et puis on peut ajouter une langue. Donc on peut se dire, non, peut-être que le troisième média, ça sera Période Studio en anglais ou en allemand. Donc c'est vraiment ces réflexions-là qu'on mène avec mes associés, avec les data analysts, avec la rédac. D'accord. Je vais reprendre la question parce que la photo, que j'ai complètement oubliée, puisque on a parlé de 2021, donc si on terminait avec 2020, on arrive bientôt à la fin, parce que là on est à la fin de l'année. C'est quoi pour toi, parce que tu dis que tout est par l'image, ou la photo ou la vidéo la plus marquante pour toi cette année? Est-ce que tu peux peut-être me la montrer, puisque tu m'as dit que tu avais fait ton travail Non, je l'ai en tête, je ne l'ai pas là. D'accord, non, mais je peux vous l'envoyer. Non, on la trouvera, on est journaliste. Non, il y a beaucoup d'images. C'est très compliqué. Une photo, c'est très compliqué. 5. 5 ? Ouais. Plus facile. Plus facile. Il y a la photo de Trump qui sort de l'hôpital. Qui est plus orange. Quand il est plus orange et qu'il est gris, et qui parle au balcon de la Maison Blanche, je crois. Pour moi, c'est une photo très très forte, parce que là, je me suis dit que l'Amérique avait vraiment changé. Et que ce mec à qui on s'était dit, mais il osera jamais. En fait, il ose tout. Il va tout oser. Et on n'a pas fini d'entendre parler de Trump et du Trumpisme. Donc il me reste 4. Je vais rembobiner. La première photo qui est... c'est pas une photo, c'est une petite vidéo où on voit des... Je ne sais pas ce que c'est, une équipe rentrer, une équipe de Chinois masqués en blouse plastique, en train d'asperger un produit désinfectant dans un avion. Je crois que ça doit dater de janvier 2020. Et là, on s'est dit... ça sent pas bon. Vraiment, là, c'est vraiment très étrange. À l'époque, on pensait encore que c'était une grippette, et puis finalement, voilà, on fait des interviews avec le masque. Après, il y a une photo de la France vide. Ça, c'est quand même un truc de voir Paris vide, de voir les grandes métropoles françaises complètement vides. Ça, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Et puis évidemment, la photo de Michel Zecler, ensanglanté, à la fois pour l'information telle qu'elle était, cette espèce d'accès de violence complètement dingue, et puis d'avoir réussi à faire de sortir de cette histoire pour en faire quelque chose qui pouvait potentiellement changer quelque chose, avoir de l'impact sur la vie politique française. Et ça, pour un jeune média, c'est important. Ouais, c'est un peu le Graal, quoi.
Enfin, je ne sais pas si c'est le Graal, Je sais mais pas si c'est disons le que Graal. c'est une reconnaissance, on se dit qu'on n'est pas là pour rien, quoi. Oui, et puis c'est le genre d'infos on sort pas beaucoup dans une carrière. Heureusement d'ailleurs, en tout cas sur ce coup-là. Ben, écoute, C'est 4. Hein. Ah, c'était 4? Il y en a encore une. Ah, Non, c'est bon, 4 c'est bien. Ben non, mais si on a une dernière, maintenant tu en as voulu 5, maintenant... Alors la cinquième, ouais, si, la cinquième, mais ça c'est mon... parce que je suis un dingue de basket, c'est la mort de Kobe Bryant, les images du jersey, du maillot de Kobe descendant au moment des hommages à son décès, c'était quelque chose d'assez fort. On savait que l'année 2020 était déjà mal barrée, quoi. Oui. Je te redis mes remerciements pour cette interview. Et avant de terminer, juste quelques petites questions tac au tac. Tu réponds en un mot. Le format que tu préfères? C'est-à-dire? Le format au niveau médiatique. Et le format, je laisse flou pour exprès. L'enquête vidéo sociale. Le nouveau format qui ne te laisse pas indifférent? Forcément TikTok. La meilleure innovation éditoriale de tous les temps? Purée. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Si, il y en a tellement. Enfin non, la meilleure... Le blog. Donc rien à voir, ton endroit préféré en Auvergne? Chez ma mère. Ton média préféré? Mon média préféré, en dehors de l'Oopsider, on va dire, ou j'ai le droit, parce que c'est un peu joker. Après, celle d'après, c'est le média qui monte, hein, donc tu peux la caser où tu veux, l'Oopsider. L'Oopsider. Donc média préféré, l'Oopsider. Ok, le média qui monte? Période. Où est-ce que tu vas à la pêche à l'info? Twitter. Rien à voir. La bonne bouffe quand tu rentres en Auvergne, c'est quoi? C'est la truffade de ma mère. Une personnalité à suivre, ou un podcast à écouter, ou une émission à regarder, ou un ouvrage à dévorer. C'est quoi ta recommandation? Ma recommandation, et donc c'est pas la première fois que je le dis, et vraiment je tiens à la féliciter parce que son boulot est absolument dingue, et je pense que c'est sans doute un des podcasts qui peut changer beaucoup de choses. Ça s'appelle Ou peut-être une nuit. Ça a été produit et réalisé par Charlotte Puldowski, la cofondatrice de Louis Média, qui raconte toutes les questions de tabou autour de l'inceste en France. C'est une enquête qui mériterait le prix Pulitzer. Voilà. Et j'espère que la Fondation Varenne, si elle m'écoute, aura l'intelligence de lui remettre sans doute le meilleur de ces prix. C'est un boulot absolument... pas tant sur le travail du son, parce que je ne suis pas un très très grand fan de podcast, mais l'enquête, c'est les gens qui parlent, le boulot qu'elle a fait, la proximité qu'elle a entre le sujet et ces histoires qui sont très très compliquées et absolument phénoménales. Et un vœu pour 2021? Qu'on enlève les masques. Et un dernier, un message pour les Auvergnats, vu que quand même on est un petit peu chauvin pour notre communauté. Franchement, quand est-ce que vous faites en sorte que ce putain de train arrive à l'heure et respecte ses horaires? C'est-à-dire qu'il y a un moment où je veux bien que... Il doit y avoir une déformation de la communauté, il faut créer un truc, mais créer un média sur le train, quoi. Et faites bouger la SNCF, c'est pas possible qu'on soit encore... à devoir se dire, tiens, je vais descendre à Clermont et je vais prendre la voiture. Voilà. Sandrine Thomas a un allié, parce que la rédactrice chef de La Montagne a pris son combat. Je sais, mais c'est dingue que ça bouge pas plus, quoi. Normalement, c'est pour ça que... Alors, c'est vraiment le complexe d'infériorité des Auvergnats. C'est normalement quand on a un journal comme La Montagne qui doit faire, je sais pas, c'est 400 000 lecteurs, qui est un des groupes les plus puissants. Qu'on a une ville comme Clermont-Ferrand. Alors, je sais bien que les gens ne l'aiment pas parce que pour X raisons, mais avec 50 000 étudiants, un bassin d'emploi encore dynamique, malgré tout ça, et que ça ne bouge pas plus, c'est qu'à un moment, il faut vraiment aller manifester, et autrement remplir la plage haute que pour aller féliciter nos rugbymen, quoi. Ça doit pouvoir se faire. Merci beaucoup, Johan.